Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va aborder les controverses de la phylogénie humaine. Quand on parle de la parenté qui peut exister entre l'homme et d'autres représentants de la lignée humaine, on a cette image qui vient à l'esprit, et cette image sous-entend que la phylogénie humaine pourrait se résumer par cet arbre. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Tout d'abord en se posant une première question, est-ce qu'il est facile d'attribuer de nouveaux fossiles au genre Homo? Si on prend l'exemple d'Homo habilis, on découvre qu'il a été placé dans le genre Homo parce que, historiquement, quand on les a découverts, ils étaient associés à chaque fois à la présence d'outils à côté d'eux. Donc des outils assez simples, des galets aménagés avaient été retrouvés à côté de ces fossiles. Et c'était une époque où on estimait que la fabrication d'outils, elle caractérisait l'homme. On disait que l'outil fait l'homme. En plus, Homo habilis commence à avoir une face plus plate que les australopithèques. Mais aujourd'hui, on ne considère plus que l'outil fait l'homme, notamment parce qu'on a découvert d'autres espèces qui font des outils rudimentaires, comme les corneilles qui sont capables de faire des sortes d'hameçons avec leur bec, ou le chimpanzé qui peut casser des noix en utilisant des pierres. En plus, la morphologie corporelle d'Homo habilis est assez proche de celle des australopithèques, et puis il était mauvais bipède. Donc on a du mal maintenant à classer vraiment dans le genre Homo, mais ce n'est pas non plus un australopithèque. Ça illustre qu'il est très difficile d'attribuer un nouveau fossile quand on le découvre à un genre et notamment au genre Homo. Parce que, premièrement, il est difficile d'établir un seul caractère, un seul critère qui définirait le genre Homo. Et notamment parce que certains critères non anatomiques comme la maîtrise d'outils semblent être apparus chez de multiples espèces. Deuxièmement, le gros problème, c'est que les fossiles ne sont jamais retrouvés dans leur intégralité. Des fois, on ne retrouve que un crâne, on ne retrouve que un fémur. Et du coup, on construit des arbres de parenté et puis des genres en oubliant certains caractères. Par exemple, le poignet, les os du poignet, parce qu'on n'a pas pu les vérifier chez tous les fossiles. Donc on sait que les homos auraient un poignet de telle manière, de telle forme, de telle sorte, mais on ne peut pas utiliser ce critère-là parce que on ne retrouve pas le poignet chez tous les fossiles, par exemple. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'arbre phylogénétique humain est définitif? Alors pour ça, je vais vous raconter deux feuilletons paléontologiques qui montrent que la construction de l'arbre humain, elle est à chaque fois remise en question quand on découvre un nouveau fossile. Le premier feuilleton, c'est celui de l'homme de Flores. Le premier squelette découvert, c'est celui-ci. C'est un individu féminin. On l'a découvert sur l'île de Flores en Indonésie en 2003 dans une grotte. Cette femme était très petite, elle faisait 1 mètre à 1 mètre 30 pour maximum 30 kg. Elle était par contre parfaitement bipède, elle a son trou occipital qui est parfaitement centré. Elle a un crâne qui ressemble beaucoup à celui d'un Homo sapiens, notamment avec des bourrelets susorbitaux qui sont très peu prononcés, une face très plate. On a trouvé des traces de carbonisation à côté d'elle, donc elle savait faire du feu et puis elle avait des outils développés. Et ce qui a fait grand bruit à sa découverte, elle est très récente. La date qui était avancée à sa découverte, c'était moins 12 000 ans. Donc, à l'époque, on a pensé avoir trouvé une nouvelle espèce récente, parallèle à Homo sapiens. Mais les choses se compliquent un peu parce que elle a des bizarreries qui font qu'on ne peut pas la classer chez Homo sapiens. Par exemple, elle a un très petit cerveau, et puis elle a des particularités du squelette un peu bizarres. Par exemple, elle a des pieds très longs par rapport à ses tibias, ou au contraire un tibia un peu court par rapport à ses pieds, et puis elle a une face qui n'est pas symétrique. La partie droite ne ressemble pas à la partie gauche de son crâne. Et ça se retrouve chez les humains Homo sapiens porteurs de trisomie 21. Donc l'une des premières hypothèses qui a été donnée pour expliquer ce qu'était ce fossile, c'était que c'était un Homo sapiens parce qu'il était récent et qu'il avait un crâne qui ressemblait à celui d'un Homo sapiens, mais un Homo sapiens trisomique. Le problème, c'est que par la suite, on a retrouvé d'autres squelettes du même type. Et donc là, il a fallu utiliser d'autres hypothèses. Une première hypothèse qui a été utilisée, c'est que il s'agissait d'une espèce d'humain Homo sapiens, mais atteint de microcéphalie. La microcéphalie, c'est une anomalie génétique qui entraîne un non-développement de la calotte crânienne. Donc ça se retrouve actuellement dans notre espèce. Je vous montre ici une photo d'un microcéphale connu. Une autre hypothèse, ça a été que on avait une sorte d'exclusion d'Homo sapiens porteurs de trisomie 21 dans cette grotte.
mais ça semblait assez peu probable petit à petit vu le nombre de fossiles présents dans cette grotte. Il y a une autre hypothèse qui a été proposée assez vite aussi, c'est qu'en fait ces fossiles seraient une forme d'Homo erectus qui serait arrivé dans ces îles d'Indonésie depuis environ moins 1 million d'années et qui aurait très vite évolué vers une forme naine. Parce que il y a régulièrement sur les îles ce qu'on appelle le syndrome insulaire. C'est une forme d'évolution. En effet, dans les populations isolées sur les îles, on observe à cause des particularités du milieu des îles, donc une faible surface et puis peu de ressources, et puis aussi à cause d'un brassage génétique qui va être très faible, il y a une dérive génétique et un effet fondateur, mais on observe une uniformisation des tailles, soit un gigantisme insulaire, c'est ce qui se passe pour le dragon de Komodo, soit au contraire un nanisme insulaire, par exemple avec cet éléphant nain fossilisé qu'on a retrouvé en Crète. Donc une des hypothèses, c'était qu'on avait Homo erectus qui était arrivé sur l'île de Flores et qui avait très vite évolué vers une forme naine. Alors les dernières découvertes permettent de prolonger un petit peu ce feuilleton. D'abord, on a changé la date de la datation de ces fossiles parce qu'on a utilisé une autre technique et on se rend compte qu'en fait, ces fossiles auraient disparu il y a environ moins 60 000 ans. Et on sait que Homo sapiens est arrivé dans cette région qu'il y a moins 45 à moins 50 000 ans. Donc en fait, l'homme de Flores aurait disparu avant que l'homme Homo sapiens arrive. Ça écarte l'hypothèse définitivement que ce seraient des Homo sapiens anormaux entre guillemets ou malades. Et puis la dernière découverte, c'est une mandibule, alors un bout de mandibule à cet endroit sur cette île en Indonésie, qui est datée de moins 700 000 ans et qui est toute petite, donc qui pourrait appartenir à cette espèce, et les spécialistes disent que cette mandibule ressemble fortement à celle d'Homo erectus, mais en plus petit. Donc ça validerait l'hypothèse d'une sous-branche d'Homo erectus qui aurait évolué vers une forme naine insulaire. Le prochain épisode est à suivre, peut-être qu'on découvrira d'autres fossiles à cet endroit qui permettront de continuer à valider ou pas l'une des hypothèses. Cet exemple, l'exemple de l'homme de Flores, il nous montre que ça va être impossible d'établir une phylogénie de la lignée humaine à partir des fossiles. Si je vous montre ces deux arbres, si je m'intéresse au caractère capacité crânienne, là je le construis avec un logiciel qui s'appelle Phylogène, pour la capacité crânienne, l'homme de Flores, il a le caractère ancestral, il a une toute petite capacité crânienne. Donc je vais aller le rattacher dans mon arbre à la branche de l'Australopithèque. Si par contre je prends un caractère comme l'absence de bourrelet susorbitaire, et bien dans ce cas-là, mon homme de Flores, je viens l'accrocher sur l'arbre à côté de l'Homo sapiens. Il n'y a que l'Homo sapiens qui partage ce caractère avec lui. Donc on a ici un fossile qui présente une mosaïque de caractères, à la fois des caractères qu'on considérait comme ancestraux et des caractères beaucoup plus modernes. Le deuxième feuilleton qui montre à quel point c'est dur de construire une phylogénie humaine, c'est Homo naledi. Alors, Homo naledi, c'est lui, une reconstitution à partir de ce squelette. C'est une espèce fossile qu'on a découvert récemment en 2015 par une équipe américaine en Afrique du Sud. Et là, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a énormément de fossiles. Il y a au moins une quinzaine à trentaine d'individus. C'est le plus grand assemblage de fossiles qu'on ait mis au jour en Afrique. Alors, ces fossiles mesuraient environ 1,50 m et 50 kg. Ils ont des caractères assez modernes avec des mains qui sont capables de bien manipuler des outils avec des phalanges assez incurvées. Ils ont des pieds d'homme moderne très adaptés à la marche. Ils ont des longues jambes. Le crâne est assez commun par rapport à ceux des genres Homo, notamment avec sa mandibule, sa dentition. Donc tous ces caractères, on les retrouve au niveau de différents fossiles. Il y a une autre raison aussi, c'est que ces fossiles ont été retrouvés dans une grotte qui est la chambre de Dinaledi et que l'accès à cette grotte est très très étroit. Les paléontologues ont d'ailleurs utilisé des spécialistes femmes de petits gabarits pour réussir à aller récupérer ces fossiles. Donc du coup, l'hypothèse des découvreurs de ces fossiles, c'est que cette chambre était en fait une sépulture et les squelettes les corps étaient apportés ici pour être en fait enterrés.
S'il y a sépulture, ça veut dire qu'il y a pensée abstraite, et ça c'est la caractéristique d'une espèce assez moderne. Alors, lors de l'annonce de cette découverte, pas mal de paléontologues n'ont pas été d'accord avec ce qu'annonçaient les découvreurs. Notamment, ils ont mis en évidence que le volume crânien était vraiment très faible pour faire partie du genre Homo. Ça ressemblait plutôt à un Australopithèque. Et puis, on n'était pas sûr, notamment, que cette chambre dans laquelle ont été retrouvés les fossiles était dans la même configuration à l'époque de vie de ces animaux. Donc peut-être que ce n'était pas une sépulture, mais une grotte qui avait un grand accès par ailleurs, et donc vraiment un lieu de vie. Et du coup, ce qui va permettre de trancher entre l'hypothèse ce sont des australopithèques ou ce sont des homos, eh bien c'est la datation. Alors lors de l'annonce de la découverte, eh bien les scientifiques avaient un âge assez ancien, plutôt vers 1 ou 2 millions d'années, donc ça rapprochait plutôt sur l'hypothèse d'Australopithèque, mais récemment on a réussi à dater des sédiments dans lesquels ont été retrouvés les fossiles et aussi des dents, et là on est arrivé sur un âge très récent, entre 200 et 300 000 ans, donc ça serait plutôt en faveur d'une espèce d'homo qu'on ne connaissait pas encore et qu'on peut donc qualifier d'homo naledi. Il faut donc accepter que dans le rameau humain, les caractères ne sont pas tous apparus de manière linéaire. On n'a pas un caractère qui est pas apparu, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Certains caractères sont apparus plusieurs fois, et puis des espèces peuvent posséder des caractères identiques à différentes périodes. Donc par exemple, si je reprends ce que j'ai développé, l'absence de bourrelet susorbital n'est pas apparue uniquement chez l'Homo sapiens, puisqu'on la connaît aussi chez l'homme de Flores, et puis les outils par exemple ne sont pas caractéristiques du genre Homo, puisqu'on en a très tôt, notamment chez Homo habilis. Donc, pour conclure, l'homme, c'est donc un primate, puisqu'il possède des caractères dérivés à ce groupe, mais il ne descend pas du chimpanzé. Au sein des primates, c'est avec le chimpanzé qu'il partage le plus de ressemblances. Donc l'image qu'on avait précédemment ne peut pas être correcte. Celle qu'on peut accepter plutôt, c'est celle-ci. Donc non plus une évolution de type linéaire avec un fossile qui a donné le suivant, mais une évolution de type buissonnante avec plusieurs branches qui coexistent en même temps. Branches qui vont être plus ou moins longues et des caractères qui apparaissent sur ces branches, mais qui peuvent aussi apparaître plusieurs fois. Si on reprend cette évolution, on va donc dire qu'elle est buissonnante, je crois que je l'ai déjà dit, et puis ce qu'il faut donc retenir aussi, c'est que l'évolution humaine est encore assez inconnue, qu'elle se base sur des fossiles, le registre fossile étant par définition complètement indéfini, incomplet, on va avoir du mal à définir une phylogénie qui soit permanente et qui puisse être acceptée indéfiniment pendant des années et des années. Elle sera forcément chamboulée par la découverte de nouveaux fossiles. Merci, au revoir.